Nous allons donc passer directement à notre autre collègue, John Shade, que j'aurais voulu présenter comme celui qui a fait vivre l'enseignement de Dumézil sur les religions européennes, indo-européennes dans le cadre latin, mais il va peut-être prendre cela comme une insulte. En tout cas, non, je suis entièrement d'accord sur ce plan. En tout cas, oui, et j'ajouterais aussi une œuvre moins connue de lui, puisque son délicieux livre sur les gallo-romains, qui est un petit livre qu'on trouve plus qu'en librairie d'occasion, je crois, mais que j'avais beaucoup apprécié et qui devrait être réédité. Alors voilà, et il nous parle aujourd'hui de l'étude des religions en général. Dumézil ou pas Dumézil, telle est la question. Très bien, je suis très heureux de parler aujourd'hui ici et je remercie Jean-Luc de me donner cette occasion, non seulement sur ce sujet, mais aussi sur nos relations avec l'école pratique, où j'ai passé une vingtaine d'années de bonheur parfait. Je commence par ce texte, mais rassurez-vous tout de suite, ce n'est pas moi qui écris cela, ni un humoriste actuel, mais un facétieux mathématicien qui était bibliothécaire à Agen, Jean-Baptiste Pérez, et qui avait raison, évidemment. Sa satire, composée en 1827, vise en fait le livre publié en 1795 par un professeur d'éloquence latine au Collège de France, Charles-François Dupuy, sur l'origine de tous les cultes ou la religion universelle. Dupuy ramène toutes les religions à la force naturelle, à la lumière, au soleil, qui imprime le mouvement à la nature tout entière. Toutes les divinités de l'histoire, y compris Jésus-Christ, se trouvaient ainsi identifiées à une divinité lumineuse, généralement le soleil ou la lune. Ce livre pittoresque et sa parodie introduisent parfaitement le sujet dont j'ai la charge de vous parler, l'histoire des religions au Collège de France et à la 5e section de l'EPHE. Il démontre que le Collège n'a pas attendu, évidemment, la création de la 5e section pour produire des écrits et des idées sur les religions. Et on vient de parler de Renan, donc c'est bien évident. Et plus généralement, à chaque fois qu'un professeur commentait un auteur antique, médiéval ou moderne, qui traitait de sujets de ce genre, ou bien, tout simplement, lorsqu'un égyptologue ou un assyriologue faisait ses cours et séminaires, il leur arrivait de faire de l'histoire des religions. C'est ainsi que, pour me limiter à mon domaine, Gaston Boissier, dont on a déjà parlé, professeur de poésie latine, a publié sur les religions des Romains, vous voyez les dates, à la fin, deuxième moitié du 19e siècle, 2 livres qui datent aujourd'hui, il n'a pas eu les données que nous disposons, mais qui datent beaucoup moins, qui ont beaucoup moins vieilli que ceux qui ont été écrits après lui par d'autres professeurs du Collège de France ou de directeurs d'études de l'EPHE, tels Jean Réville, dont on reparlera. En 1913, Camille Jullian aussi consacra, par exemple, ici un cours aux anciens dieux de l'Occident, et par ailleurs, on en a parlé ce matin, Louis Robert est entre autres considéré par des chercheurs de mon domaine comme un extraordinaire historien des cultes de l'époque hellénistique qu'il a contribué à renouveler complètement. Mais ce n'est pas de cela que je vais vous parler, avant tout. Avec la création de l'Altertumswissenschaft allemande, dont on a parlé cet après-midi beaucoup, la situation de l'histoire des religions ou de la science des religions, comme on disait volontiers outre-Rhin, et comme elle retrouve d'ailleurs dans le nom de la 5e section, et surtout dans celui de sa collection Sciences des religions, devait évoluer rapidement. L'histoire des religions devenait un enjeu scientifique destiné soit à trouver aux religions antiques une signification logique satisfaisante aux yeux de la science historique, bref, pour en faire une matière historique, soit pour l'inscrire dans l'histoire de l'avènement du christianisme, le tout généralement d'un point de vue chrétien. Le problème dépassait aussi la science ainsi que les 2 institutions dont nous parlons. Il trouvait une place, et on l'a déjà entendu aussi, dans les luttes qui opposaient l'Église et l'État, aussi bien que les conservateurs catholiques et les progressistes protestants et laïcs, et aussi parfois catholiques.
Le conflit éclata pour ce qui concerne le Collège de France, avec les péripéties qui accompagnèrent la nomination de Renan comme professeur au collège. Et d'une certaine manière, l'histoire se répéta avec la création de la section des sciences religieuses à l'école pratique et plus tard l'élection dans cette section d'Alfred Loisy. Désormais, les deux institutions étaient liées sur ce point et je développerai d'abord cet aspect. Et mon deuxième point concernera l'évolution de cette discipline après la Première Guerre mondiale. La fermeture des facultés de théologie de l'université et la création des sections des sciences religieuses de l'école pratique ouvrirent une page nouvelle dans l'histoire des religions, puisqu'il s'agissait d'une institution publique qui réunissait non seulement l'étude des peuples non civilisés, non européens et païens à l'étude des christianismes et du judaïsme, mais confiait l'histoire de l'Église et aussi d'autres religions à des pasteurs protestants sur le modèle hollandais, allemand et suisse, et abordait la question de manière scientifique et laïque. Il est significatif que le premier titulaire d'une chaire d'histoire des religions au Collège de France, le pasteur Albert Réville, élu en 1880, ait été également le premier président de la section des sciences religieuses. Représentant du libéralisme religieux, Albert Réville fut l'un des principaux diffuseurs des nouvelles idées du protestantisme européen en France, à côté de Maurice Ferne, c'est tous des noms qui sont déjà tombés, mais il faut bien que je les répète, qui fut certainement à l'origine de la création d'une chaire d'histoire des religions au collège, dont Réville fut précisément le premier occupant, sans doute en raison de sa grande proximité avec Renan. Au Collège de France, Réville donna un enseignement général sur l'histoire des religions, alors qu'à l'école pratique, il enseignait l'histoire des dogmes. Les effets lointains de cette agitation, comme je l'ai dit, se retrouvent encore en 1909, lorsque Alfred Loisy fut élu à la chaire d'histoire des religions au collège, sur laquelle il succédait à Albert Réville. Bien auparavant, il avait donné des cours libres à la section des sciences religieuses entre 1900 et 1904, et ce ne fut qu'en 1924, jusqu'à sa retraite, en 1927, qu'il eut une direction d'études des religions d'Israël et des sémites orientaux à l'EPHE. Loisy est un de ses professeurs du collège qui fut élu à l'EPHE après son élection au collège. On a aussi des exemples avec Monceau, Massignon, Phèbre, et ce matin, on en a déjà vu. Je dois dire que pour tout cela, le dictionnaire prosopographique de l'école pratique est un outil de travail extraordinaire. Je ne puis que féliciter l'école d'avoir produit cet instrument. Je puis ajouter à ce point, sur la création de la section des sciences religieuses et de mon domaine, une donnée cocasse qui relie cette institution au collège. Je crois que c'est Jean-Luc ou Franz Grenet qui a dit que les temps ont changé, mais à l'époque, ils n'avaient pas changé. Ainsi, le premier enseignant pour le domaine des religions de Grèce et de Rome à l'EPHE, en 1886, était un maître de conférence de 24 ans, André Berthelot, qui n'était autre que le fils de Marcelin Berthelot, qui enseignait d'ailleurs lui-même à la 3e section de l'école, dont il dirigeait à l'époque la section de chimie et de physique. Proche de Renan, Marcelin Berthelot avait, comme celui-ci, œuvré pour la création de l'école pratique, et l'on soupçonne qu'il ne fut pas étranger à la nomination en 86 de son fils, qui était un jeune agrégé, alors que lui-même était ministre de l'Éducation publique. Cultivé et doué, André Berthelot figure aussi parmi les premiers membres de l'école française de Rome. Il était bien informé. Il ne cessera jamais, d'ailleurs, de publier sur la géographie antique, ce n'était pas du tout un amateur, et ses noms et résumés figurent dans l'annuaire à côté de celui de Jules Toutain, élu 2 ans après lui, son nom figure jusqu'en 1915. Dans son article nécrologique, Jules Toutain dit élégamment de lui, je cite, que bien qu'il soit resté plusieurs années dans le cadre de l'école, André Berthelot, dès lors, nous échappa. Ce fut pour entamer, fin de la situation, pour entamer une carrière politique, entre autres, mais il faisait beaucoup dans ce genre à cette époque,
et au cours de laquelle il a quand même rendu d'éminents services à la communauté parisienne, puisqu'il a œuvré très fortement pour la création du métropolitain. Mais on est loin de l'histoire de la religion romaine, vous m'accorderez cela. La chaire d'histoire des religions du collège continua, quant à elle, après la mort précoce de Jean Réville en 1908, un an après avoir succédé à son père, et ce fut Alfred Loisy qui fut élu en 1909. Nous retrouvons donc toujours le contexte de la création de cette chaire et de celle de la section des sciences religieuses. Lors de la retraite d'Alfred Loisy en 1932, ce contexte initial attaché à la chaire s'effaça avec l'élection de Jean Barusy, qui était un proche de Loisy, mais n'appartenait pas à l'époque à l'école pratique. Indépendamment du sujet qui nous occupe, le collège fut cependant le lieu d'une découverte, ou du moins de la création d'un concept qui devint célèbre et détermina les recherches sur la religion hellénistique et romaine, surtout, pendant près d'un siècle. En 1909, la fondation Michonis, récemment créée dans cette maison, invita ses deux premiers conférenciers, dont un jeune savant belge, Franz Cumont, professeur à Gand et excellent historien, qui s'était fait remarquer en 1896 et 99 par ses textes et monuments figurés relatifs au mystère de Mithra. Cumont fit en 1905 4 conférences, complétées par une Hibbert Lecture à Oxford, sur un sujet qui lui était reproché par les milieux catholiques de son université, c'est-à-dire les cultes orientaux dans le paganisme romain, dont il tira en 1906 un livre qui fit époque. Je ne développerai pas ces théories, qui sont par ailleurs très connues, sinon pour rappeler qu'il rapprochait les cultes orientaux, qu'il appelait ainsi, et le christianisme, en traçant ainsi l'ébauche d'une évolution au sein de la religiosité des anciens. Je n'ai pas réussi à savoir pour l'heure qui avait prononcé le nom de Franz Cumont pour ces conférences michonistes. Peut-être son maître Charles Michel, qui a d'ailleurs été invité lui aussi en 1905-1906, qui connaissait très bien Loisy, mais ce dernier n'était pas encore au collège. Et sans doute aussi peut-on penser à Albert Réville, qui occupait à l'époque la chaire d'histoire des religions, et peut-être même son fils Jean Réville, qui connaissait bien Franz Cumont et dont la thèse de 1886 comportait des idées en tout point semblables et d'ailleurs idées dont certains éléments sont déjà présents dans le Marc Aurèle de Renan. Tous ont pu jouer un rôle dans son choix. On discerne encore une fois dans cet événement les liens intellectuels qui pouvaient lier Cumont et sa pensée aux collègues du collège, aux Hibbert Lectures, au sujet de l'histoire des religions. Dans mon domaine de conférences, ces conférences furent certainement l'une des grandes innovations du début du XXe siècle, qui n'émanait ni d'un professeur du collège ou de l'école, mais de l'initiative quand même de certains d'entre eux, dont Franz Cumont développait parfaitement les idées. En 1952, la tradition du lien avec l'école pratique se rétablit dans ce domaine avec l'élection de Charles-Henri Puech, qui appartenait à la 5e section depuis 1934. À son départ à la retraite en 1972, la chaire d'histoire des religions, en tant que telle, disparut, car les temps et les méthodes avaient changé. Et ce sera mon deuxième point. D'une part, les spécialistes de l'histoire des religions se voyaient davantage, pour tous leurs enseignements, comme des spécialistes d'un domaine précis, plutôt que comme des généralistes, peut-être parce que certaines doctrines, comme la phénoménologie, avaient discrédité ce type d'approche. Puech lui-même, d'ailleurs, travaillait déjà, en fait, presque exclusivement sur les gnostiques et les sujets apparentés. Et quand on lit la liste des chaires créées entre 72 et 91, on relève la chaire d'études comparées des religions antiques de Jean-Pierre Vernant, qui venait de la 5e et de la 6e section de l'EPHE, celle de l'histoire des mentalités religieuses dans l'Occident moderne, occupée par Jean Delumeau, qui venait lui aussi de la 6e, celle des christianismes et gloses de l'Orient pré-islamique d'Antoine Guillaumont, venu de la 5e, celle de l'histoire de la pensée hellénistique et romaine de Pierre Hadot, également de la 5e, qui entretenait d'ailleurs beaucoup de liens avec l'histoire de la pensée religieuse,
Et enfin, celle de Michel Tardieu, la chaire d'histoire des syncrétismes de la fin de l'Antiquité, toujours de la 5e. Eh bien, quand on fait la liste de toutes ces chaires, on constate que l'heure n'était plus à la généralité, mais au détail. L'horizon scientifique avait changé. Pour ce qui concerne l'histoire des religions, cette mutation, d'ailleurs, relie une fois de plus le collège à la 5e section. Les personnalités les plus caractéristiques de cette évolution furent Henri Hubert et Marcel Mauss, qui étaient entrés dans la section des sciences religieuses en 1903 comme maîtres de conférence, l'un de l'ethnologie primitive de l'Europe, l'autre des religions des peuples non civilisés, comme on disait. Tous deux se trouvaient sous l'influence de la sociologie durkheimienne, mais aussi sous celle de Léon Marillier, d'Antoine Maillet, d'Israël Lévy, de Sylvain Lévy, tous de l'EPHE, et d'autres, et ont contribué à changer la manière d'aborder l'histoire des religions. Même si Marcel Mauss s'occupait d'un domaine très particulier, ces séminaires n'ont certainement pas recruté grand monde. Ainsi que me l'a confié personnellement Georges Dumézil, ces séminaires bien fréquentés étaient extrêmement ennuyeux et ils ont suscité peu de vocations, comme je dis, mais on sait que par exemple Paul Rivet, Lucien Lévy-Bruhl, Marcel Griaule, André Leroy-Gourand, Marcel Granet et bien au-delà Georges Dumézil par exemple ont appris chez lui ce qu'était un mythe ou un rite, ce qui fait que la religion romaine archaïque de Dumézil reste aujourd'hui le meilleur manuel de religion romaine républicaine et impériale depuis celui d'un Allemand, Georg Fisso, qui remonte à 1902, première édition. À côté de l'enseignement de Mauss, qui était donc un peu décevant pour ses élèves, m'a toujours raconté Dumézil, c'était avant tout la promenade que faisait Marcel Mauss après son séminaire sur le boulevard Saint-Michel vers d'Enfer-Rochereau, où il habitait à cette époque, qui était extraordinaire. Terrorisé dans son adolescence par son oncle Durkheim, pendant sa scolarité, donc il était incapable, paraît-il, de faire une leçon correctement, tellement il était crispé, mais une fois libéré de ce poids, son esprit pétillait sur le chemin du retour, il devenait passionnant et, me disait Dumézil, les sujets de thèse tombaient comme la pluie. Voilà, ça c'est un aspect que m'a dit Dumézil, peut-être que d'autres sources disent la même chose, mais j'étais assez intéressé par cela. Ami d'Ignace Mayerson aussi, le spécialiste de la psychologie historique, Marcel Mauss combinait son enseignement avec cette influence sur la psychologie historique qui détermina plus tard Jean-Pierre Vernant, comme vous savez. Ce foisonnement intellectuel s'est transmis au Collège de France par l'élection, par exemple, de Marcel Mauss en 1931, et on y retrouve de nombreux collègues du même mouvement et qui provenaient de l'école pratique, et donc certains lui étaient très proches. Et désormais, le domaine qui m'intéresse, l'histoire des religions, sera d'un côté technique, éditant et décrivant des documents, étudiant un mouvement donné, et il sera marqué de l'autre côté par ce qu'on appelait à l'époque de Mauss la sociologie, qui donnera naissance à l'ethnologie ou à l'anthropologie moderne et au comparatisme. Bref, à l'histoire des religions telle qu'on l'écrit aujourd'hui, en tout cas en France, en Angleterre, aux États-Unis, par exemple. Le progrès introduit dans l'histoire des religions par Mauss et un certain nombre de ses élèves et collègues vient de ce qu'ils ont réussi à soustraire cette matière à l'influence de la phénoménologie et du concept de religion primitive tel qu'il avait été élaboré par la philosophie romantique allemande. Cette foi naïve dont les romantiques imaginaient qu'elle caractérisait les temps premiers et qui était en fait fortement marquée par leur point de vue chrétien, était censée être ensevelie sous des siècles d'obscurantisme païen. À partir de l'époque hellénistique, cependant, et rappelez-vous Franz Cumont, cette foi devait remonter à la surface à travers la spiritualité attribuée à Platon d'un côté et au culte à mystère de l'autre, avant l'éclosion finale du christianisme. Sur tous ces points, les études postérieures ont donné raison à la mise en question de ces idées
qui s'est opéré au début du XIXe siècle. Bien entendu, ces recherches ne découvrirent pas tout en un jour. L'esprit humain est ainsi fait qu'il n'échappe pas toujours à ce qu'il critique. Ainsi, l'essai sur la nature et la fonction du sacrifice, publié en 1899 par Marcel Mauss et Henri Hubert, trahit-il, malgré de très nombreux aspects novateurs, puisqu'ils savent, ils travaillent sur la notion de rite, il trahit malgré tout une inspiration chrétienne, puisque l'humanité y est censée aller du sacrifice au Dieu au sacrifice du Dieu. Si ce n'est pas chrétien, je m'appelle Napoléon. Et Georges Dumézil lui-même, dont une grande partie des travaux appartiennent encore aujourd'hui à ce qu'il y a de meilleur en histoire de la religion romaine, comme je l'ai dit, et qui incriminait dans certaines de ses études la volonté de vouloir résoudre tous les problèmes par le retour aux origines, et on en parlait tout à l'heure en privé, en attaquant notamment cette notion primitive de mana, qui était toute puissante en phénoménologie, eh bien, malgré tout, il poursuivait, presque à titre privé, inlassablement la recherche des origines indo-européennes, même s'il avait appris de Marcel Mauss ou de Marcel Granet comment faire du comparatisme et comment analyser un mythe ou un rite. Dans sa thèse soutenue juste après la Première Guerre mondiale, il n'était nettement plus traditionnel. Il appartenait à la première phase de l'histoire des religions dans nos deux institutions, ce qui inquiéta d'ailleurs très fortement son maître Meillet, qui voulait sortir la linguistique de l'histoire des religions ou de la mythologie comme on la faisait à l'époque. Dumézil est d'ailleurs un bon exemple de la puissance de ce courant qui traversait toute l'école pratique à l'époque. En raison précisément de sa manière nouvelle de déchiffrer les mythes, il s'était attiré la colère d'André Pigagnol quand il publia en 1941 l'essai sur la conception indo-européenne de la société et sur les origines de Rome. Il avait même affronté directement le maître de l'histoire romaine qui avait consacré sa grande thèse à un essai sur les origines de Rome en 1917. Il l'affronta directement entre 1942 ou 1944, je ne connais pas la date exacte, dans un débat organisé dans son salon par le juriste Henri Lévy-Bruhl, rue Soufflot. Malgré sa grande amitié pour Marcel Mauss, André Pigagnol en sortit ici irrité qu'il a en quelque sorte prononcé un ban contre Dumézil, qui fut effectif chez les historiens et les latinistes pendant toute son activité. D'autant plus qu'André Pigagnol reprenait lui-même à l'occasion la tradition hégélienne du XIXe siècle sur la vacuité de la religion romaine entièrement fondée sur le rite. Or, on ne trouve jamais dans les travaux de Dumézil une référence à la prétendue décadence religieuse romaine à partir du IIIe ou du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, il s'opposait radicalement sur les deux plans, si vous voulez. Et la fatwa prononcée par le grand historien eut comme conséquence qu'aucun latiniste ou historien de Rome, à l'exception d'un ou deux d'entre eux à l'époque de la guerre, n'a suivi les séminaires de Dumézil à l'EPHE, comme en témoignent les cahiers de présence. Le dialogue dont on a parlé ce matin, c'était avec des ethnologues. C'était les élèves des ethnologues de la 5e section qui venaient écouter Dumézil et dialoguer avec lui. Pourtant, malgré cet aspect de sa carrière, Dumézil fut élu au collège en 1949, alors que Pigagnol était encore en place, et malgré son opposition, grâce notamment au soutien d'Émile Benveniste, qui l'a présenté, de Jules Bloch, d'Édouard Dorn et d'Albert Gabriel, par exemple. On constate encore la force de ce courant d'idées, et d'ailleurs, Pigagnol semble s'être vengé quand on a fait le programme de l'année suivante, une fois que Dumézil était élu, puisqu'ils ont fait faire un vote séparé sur le cours de Dumézil qu'ils ont refusé. Mais ça, c'était un combat d'arrière-garde. Mais c'était donc très chaud, mais malgré tout, la tradition était assez forte pour faire passer ce courant. On constate encore la force du courant quand on se rend compte que les seuls comptes rendus positifs de la religion romaine archaïque, qui est sortie en 1966,
émane, et qui a été critiqué de partout, émane de Jean-Pierre Vernant, qui restait prudent quant à la tradition indo-européenne, mais louait la méthode d'analyse des mythes et des rites telle que la pratiquait Dumézil. Et ce courant s'est maintenu pendant les dernières décennies à l'EPHE comme au collège, où l'on combinait l'approche critique des sources dans un domaine donné et la tradition de l'anthropologie religieuse telle qu'elle s'est formée à partir des années 30 à l'EPHE. D'ailleurs, dès l'époque de Marcel Mauss, les directeurs d'études y collaboraient dans cette école pratique et se livraient à des travaux en commun. Je cite par exemple, ça doit être un des premiers, le travail d'Israël Lévy à la 5e section sur les fragments hébreux de l'Ecclésiastique découverts dans la synagogue du Caire et qu'étudièrent avec lui les jeunes Henri Hubert, Marcel Mauss ainsi qu'Isidore Lévy. Puis les nombreux séminaires, beaucoup plus tard, et colloques communs faits à l'école pratique pendant que j'eus l'honneur d'en faire partie et qui réunissaient hellénistes, spécialistes de Rome, indianistes, anthropologues, africanistes et autres, et tous les collègues qui étaient intéressés par le sujet. Et parallèlement, je mesure la percée méthodologique accomplie par les directeurs de l'EPHE et les professeurs du Collège de France dans ce domaine et qui est reconnu en France, en pays anglophones et en Italie, quand je fréquente les séminaires et les colloques des universités allemandes où l'anthropologie sociale est, par exemple, une étude aussi fondamentale que celle de la notion de personne due à Marcel Mauss. D'ailleurs, il l'a présentée pour la première fois à Londres, ainsi que le colloque de Royaumont de 1960 sur la notion de personne qui s'en inspirait, sont encore totalement ignorés aujourd'hui et où anthropologie continue toujours de rimer avec phénoménologie. Ainsi va le monde. Mais ici, les choses ont tourné autrement et j'espère vous en avoir donné un petit point de vue rapide, forcément, pour ne pas être trop long. Je vous remercie.